Eh bien, bonsoir à toutes et tous, et merci d'être si nombreux dans cette salle Villars. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés vraiment tous ensemble ici. Alors pour tout vous dire, on a été un petit peu dépassé par le nombre, ce qui fait qu'on a improvisé en dernière minute le fait de revenir à Villars alors qu'on avait préparé autre chose. Donc je remercie vraiment l'équipe technique du TNB pour sa réactivité et son sens de l'improvisation avec nous qui a su rapidement répondre à ce changement. Et puis aussi l'Orchestre national de Bretagne qui répétait là, mais qui très gentiment nous permet de faire la présentation de saison, voilà, comme ça ici. Donc merci beaucoup à Marc Feldman et l'Orchestre national de Bretagne. Voilà, ça fait 7 ans maintenant que nous soutenons Découvrir ensemble le meilleur de la création nationale et internationale. Et malgré les difficultés du secteur culturel auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, nous faisons cette année encore le pari d'une programmation exigeante, diversifiée, qui, vous allez le voir, comme souvent, est traversée par évidemment le monde et ses enjeux. Évidemment, je remercie chaleureusement aussi Anne Cuisset, quelque part, directrice adjointe en charge de la saison à mes côtés, voilà. Avec qui je travaille depuis très longtemps pour la construction, l'équilibre, la générosité de cette saison, une fois encore. Je vais revenir vraiment sur la soirée après avoir remercié les très nombreux partenaires du TNB, puisque c'est grâce à leur confiance et leur soutien renouvelé que cette saison à venir est possible. Alors bien sûr, nos tutelles et financeurs pour leur accompagnement et soutien, ministère de la Culture, la DRAC Bretagne, la ville de Rennes, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole qui s'engagent à nos côtés, les partenaires et mécènes avec lesquels nous accueillons des spectacles et des équipes artistiques chaque saison, qui pendant le festival, mais qui aussi soutiennent l'école et des parcours de jeunes acteurs et actrices à l'école, et puis grâce auxquels on peut bâtir les rendez-vous à destination de tous les publics sur l'ensemble du territoire, la Fondation d'entreprise Hermès, le Cercle Culture d'un esprit de famille, l'entreprise Calligraphie, le Fonds de dotation pour Osus, le programme européen Erasmus+, Spectacle vivant en Bretagne, l'Institut français, le CNC et Europa Cinéma. Et enfin, les acteurs culturels du territoire, toujours complices avec nous d'un ensemble de propositions que nous faisons à la fois dans la saison et puis dans le festival. La DEC, la Maison du Théâtre Amateur, le Festival Mythos, Clair Obscur et le Festival Travelling, le collectif FER, Centre chorégraphique de Rennes, le CNCA, Centre national pour la création adaptée, l'École supérieure européenne d'art de Bretagne, l'écomusée de la Bintinay, le Festival Héroupe, le Grand Cordel MJC, l'Illico Rennes, le FRAC Bretagne, la librairie Le Fayère, la librairie La Rencontre, le Musée des Beaux-Arts, la Paillette, le Triangle, le Théâtre de Poche d'Aidé, l'Université Rennes 2 et le département d'art du spectacle et la Rennes Théâtre et Spectacle vivant en Bretagne, ainsi que des partenaires à l'international, le British Council et le Festival Unlimited, et enfin les médias qui nous accompagnent, France 3 Bretagne, TV Rennes, Ouest France, Arte, Le Monde, Télérama, Transfuge, France Inter et France Culture. C'est assez fait, mais tout aussi important, bien sûr, évidemment, et je le fais maintenant, puisqu'à la fin, tout le monde part en courant, et donc je vais vraiment garder cette petite minute pour remercier l'ensemble et tous les services de l'équipe du Théâtre national de Bretagne pour l'attention au public et aux artistes, pour son engagement et sa passion du spectacle vivant. Merci à toute l'équipe du TNB. Cette présentation de saison va se dérouler en 2 parties. Dans un premier temps, nous allons inviter sur le plateau 4 artistes qui vont être présents dans la saison, qui chacun et chacune à leur manière incarnent un fil rouge de la programmation. Et je vous les présenterai tout à l'heure. Et puis dans une deuxième partie, on parcourra ensemble l'ensemble de la saison. Vous avez les brochures. Comme vous savez, on ne va pas suivre exactement les pages, mais on se repérera ensemble et on traversera un petit peu toute la saison. Avant, voilà, j'avais envie de... J'ai écrit un peu rapidement quelque chose comme ça. J'ai essayé de me relire, vous voyez, c'est un peu un truc de cochon, mais ça s'est fait très vite. Voilà, parce qu'au moment de cette présentation de saison, je ne peux pas vraiment faire l'impasse sur 2 événements simultanés. Alors l'un personnel et l'autre collectif, et qui, hélas, se répondent
Alors personnellement, je dirais que la force et la beauté de la rencontre qui se passe en ce moment entre mon spectacle et Paravent, qu'on avait créé ici en ouverture de saison, et le public en ce moment à l'Odéon, nous conforte dans l'idée que nous sommes finalement très nombreux à croire en l'art et à aspirer au beau, au poétique dans nos vies, à la réparation possible entre les peuples et au désir de mémoire. Mais de l'autre, et sur un plan plus collectif, le résultat des élections, les perspectives qui se dessinent, et la mise à mal de nos idéaux. Alors bon, moi je n'ai pas été de ceux ou celles qui pensent que l'art et la culture peuvent empêcher la barbarie, la haine de l'autre, le mépris de l'humain, le cynisme. Le XXe siècle l'a prouvé. En revanche, que l'art ou la culture puisse changer le monde, alors oui, je le pense. Alors pas forcément dans le temps du présent, mais à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, oui, c'est évident. Sinon, on continuerait à peindre des bisons dans des grottes. L'art, la culture, les sciences, c'est ça le progrès. Et c'est un temps long, décourageant. Mais l'art, la culture, les sciences sont notre humanité. Et je dirais que, de même que la barbarie et la haine, qui sont aussi notre humanité, l'art et les sciences le sont. Je continue de penser que les lieux comme les bibliothèques, les musées, les cinémas, les théâtres, sont comme des îlots, des réservoirs de notre humanité, les derniers espaces où retrouver du sens, de l'intelligence, de la transcendance, mais aussi du respect, du partage et un certain réconfort en éprouvant le temps d'une représentation que l'on peut faire communauté. Aujourd'hui, aux failles, pour ne pas dire aux faillites politiques, s'ajoute aussi la brutalité avec laquelle le gouvernement a fait le choix d'une politique d'austérité budgétaire qui continue d'affaiblir de manière conséquente la création, le modèle du théâtre public, les artistes, celles et ceux qui fabriquent le spectacle vivant et plus généralement le service public de la culture, c'est-à-dire l'espoir d'une culture ouverte, diversifiée, innovante et accessible à toutes et tous. Dans ce contexte budgétaire difficile et grave, nous avons pu encore construire cette saison, qui, vous allez le voir, est faite de grands noms, mais aussi de nombreuses découvertes, et qui, nous l'espérons, vous donneront force et joie pour traverser ces temps compliqués. Et alors que 20 jeunes acteurs et actrices issus de la promo 11 de l'école du TNB s'apprêtent à quitter le nid d'ici quelques semaines, il y a quelques jours, nous avons réuni les 20 jeunes acteurs et actrices qui vont constituer la nouvelle promotion de l'école du TNB. Et je dis avec beaucoup d'émotion, parce que ce sont leur jeunesse, leurs espoirs, leur amour et leur foi dans le théâtre qui nous engagent et nous mobilisent. Et nous ne pouvons pas les décevoir par découragement. Notre travail leur est aussi dédié. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Et je vous propose donc d'accueillir Julie Duclos, Éric Vignier, Jean-René Lemoine et Catherine Hargreaves. Alors, je vous en prie. Je fais comme ça ? Oui, comme vous voulez. Voilà, il me semble que vous êtes par ordre d'apparition dans la saison, donc tout va bien. Alors, vous savez quand même, depuis que nous sommes là, depuis que nous sommes arrivés, j'ai eu à cœur de partager la vie, les moyens du TNB avec une association d'artistes, dont vous avez la liste dans la plaquette, puis vous commencez à les connaître maintenant. On les a, plutôt que de les changer, on les augmente. Donc là, on est à 28, je crois. Ça veut dire qu'en fait, c'est très important dans le parcours d'un artiste d'avoir cette fidélité, de pouvoir compter, afin de construire son parcours artistique et son déploiement artistique, de pouvoir compter sur un lieu, une base, où on sait que sur plusieurs années, sur plusieurs mandats, on va pouvoir être soutenu par un lieu qui va vous aider à différents moments de
de votre parcours et puis différents moments de votre création. Donc ça peut être des résidences, des répétitions, des productions, enfin voilà. C'est assez rare, c'est assez inédit dans le paysage théâtral d'aujourd'hui d'avoir des parcours si longs et avec autant d'artistes. Et c'est justement cet espace de fidélité, de confiance et d'accompagnement au long cours que le TNB propose aux artistes qu'il associe à son projet et au public. Cette saison, parmi les très nombreux artistes associés de la saison, vous pourrez voir le travail de 11 d'entre eux, Patricia Alliot, Bruno Gélin, Albin de la Simone, Guillaume Vincent, Damien Jallet, Madeleine Loirne, Marie Dariussec, Mohamed El Khatib, Caroline Guélène-Guyenne et Valérie Mrégène. Et on va commencer avec Julie Duclos, qui devait sentir le vent tourner, puisque elle ouvre la saison un peu en avance, avec Grand-peur et misère du Troisième Reich de Brecht. Je vais pas oser te demander en quoi l'actualité... Donc Julie est artiste associée depuis 2017, depuis mon arrivée ici. On a eu la chance de présenter plusieurs de tes créations qui ont marqué les esprits, telles que Nos Serments, puis Péléas et Mélisande de Maeterlinck et Kliniken en 2021. Tu continues de déployer des mises en scène assez amples qui réunissent des équipes nombreuses avec des images très fortes au plateau. Et tu seras en résidence à partir du 21 juillet pour la création de Grand-peur et misère du Troisième Reich qui va ouvrir la saison à partir du 24 septembre jusqu'au 3 octobre sur ce plateau. J'ai envie de dire, peux-tu nous présenter cette pièce et de quoi parle-t-elle ? Ça marche Ah oui, ça marche. On est très heureux d'ouvrir la saison avec ce spectacle, pour plein de raisons, symboliquement, et aussi sur ce grand plateau, et dans ce partenariat et cet accompagnement qui est très précieux pour moi aussi. Et donc voilà, ça a beaucoup de sens pour nous de présenter ce spectacle. Je n'avais pas conscientisé effectivement qu'on serait au lendemain des résultats au moment de cette présentation de saison. Évidemment, on ne savait pas non plus qu'on serait aussi à l'aube de nouvelles élections. Et ça m'a frappée ce matin, en fait, je me suis dit, pour parler de la pièce, parce que qu'est-ce que c'est que cette pièce, de quoi elle parle ? Finalement, elle parle, on peut la synthétiser en disant que c'est comment un vote, en fait, s'incarne, est quelque chose qui s'incarne concrètement dans la vie des gens. C'est vraiment ça le sujet de la pièce. C'est une suite de tableaux, en fait, donc il n'y a pas une histoire à proprement parler. C'est un ensemble de tableaux qui se suivent et qui, on pourrait dire, n'ont pas de lien les uns avec les autres, et qui se passent dans les années 30, c'est-à-dire précisément entre 33 et 38, donc l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 33. On pourrait dire en quelque sorte, ça vient nous dire qu'en fait tout est là, dès 33, et ça va aller jusqu'à 38, l'arrivée de la guerre. Et d'ailleurs, Brecht a écrit la pièce dans son temps, dans les années 30, c'est dire que c'était très visionnaire. Et donc la pièce finalement montre de manière très pratique, réaliste, on pourrait dire, ça pourrait ressembler à des scènes de cinéma au sens où on prend comme ça des scènes en cours dans la vie des gens, la vie d'un juge, un couple avec des enfants, ou voilà, chaque scène, chaque tableau a son titre. Et donc on va regarder comme ça de près comment, dès 1933, finalement, tous les rapports sont modifiés et transformés par l'arrivée du fascisme. Et qu'en fait, c'est très, très concret. C'est ça qui m'a plu dans la pièce, c'est-à-dire, à partir de là, il y a une atmosphère de paranoïa généralisée. Il y a un potentiel, évidemment, de délation, d'arrestation, qui, en fait, rend les rapports impossibles, et des rapports qui, habituellement, étaient basés sur la confiance. On pourrait dire un couple où les rapports un couple s'engueule à propos de son enfant qui est sorti, peut-être va-t-il raconter ce qui se dit à la maison. Donc c'est très concret, et donc on voit qu'à partir de là, aucune pensée ne peut s'exercer librement, aucune parole. En fait, le grand sujet, c'est vraiment la censure et l'autocensure, c'est-à-dire comment les êtres, à partir de là, y compris les plus familiers, c'est vraiment une pièce sur l'intime, le quotidien, comment les êtres se surveillent, et commence même à se mentir. Donc ça, c'est évidemment très émouvant. La pièce m'a d'abord, en premier lieu, émue, en fait, pas tant par sa langue, je dirais. C'est pas tant une pièce avec une langue qui serait forte que la force des situations humaines
qui se déplie et qui constitue une espèce d'état des lieux de la société allemande à tous les échelons, classe sociale, âge, métier, et peut-être aussi à des endroits où on n'aurait pas pensé que. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense aussi, parce que c'est comme si on se disait, ah bah tiens, finalement on peut toujours y échapper, non? Ah bon, des physiciens, en quoi des physiciens seraient touchés? En quoi un juge ou... Ah bon? Et puis en fait, ça touche tout le monde, et de manière très concrète. Voilà, ça me touche à cet endroit-là, bien sûr. Alors c'est vrai aussi qu'un historien me faisait remarquer qu'on arrive aujourd'hui à une époque où il y a des générations qui ne sont plus en contact direct avec des gens qui ont connu des guerres, ou tout simplement connu des gens qui ont vécu des dictatures, ou le fascisme. Et alors Julie est très impliquée aussi dans le projet de l'école, et elle a fait tous les jurys avec nous, et justement là dans le stage, tu travaillais sur des scènes de la pièce, et c'était étonnant de voir comment la pièce parle du quotidien et de comment, enfin tu dis très justement qu'un vote s'incarne, et que cette conscience-là, en fait, il y a de plus en plus de gens qui ne l'ont pas. Et que je pense que c'est un spectacle qui peut frapper vraiment des plus jeunes générations, qu'un bulletin de vote a un impact réel dans le quotidien, dans l'intime des gens. Et que par ailleurs, cette idée abstraite du fascisme, en fait, est une réalité. Voilà. Oui. Et effectivement, en travaillant au stage avec la jeunesse, ça m'a frappé d'ailleurs de voir combien la jeunesse s'emparait de ce texte avec une espèce d'évidence, en fait, voilà, sans se poser la question de « ah, pourquoi ?» Parce qu'évidemment, tout l'enjeu du travail va être que ce ne soit pas... puisque le texte est très contextualisé, mais évidemment, l'enjeu, c'est la dimension contemporaine, c'est-à-dire et qui va se retrouver à tous les échelons, on pourrait dire de la mise en scène, que ce soit les choix des costumes, de distribution, voilà, tout un tas de choses à chaque instant qui font que l'œuvre doit être à la fois, bien sûr, dans son époque, puisque voilà, à chaque tableau, c'est Berlin, 1933, 1934, en ce sens, c'est historique, mais évidemment, il faut qu'il y ait de l'espace pour que, comment dire, l'écoute soit mise en tension dans notre contemporanéité à nous, et que ça puisse parler très concrètement de nos vies, soit de ce qui est à nos portes, ou soit même des effets dont on peut vivre déjà, nous, dans nos vies, des effets de fascisme, d'autoritarisme qui font que ça crée. On peut très bien même l'entendre à un échelon familial ou dans des structures de travail ou d'entreprise, finalement. C'est des histoires de processus. Donc oui, effectivement, j'ai une pensée aussi pour la jeunesse. Tu parlais tout à l'heure de la jeunesse pour qui aussi on fait du théâtre et qui nous donne cet élan-là. Bien sûr que le spectacle-là, il sera très concrètement de 5 à 78 ans, parce qu'il y a des enfants dans le spectacle, il y a voilà, tous les âges. Donc pour moi, l'enjeu, c'est qu'elle contienne vous toutes et tous là devant moi, en fait. Elle contient toute la société. Et en même temps, j'ai aussi une pensée pour la jeunesse, évidemment, pour qu'on puisse la faire passer dans toute sa clarté et toute son évidence. Ta distribution ? Mais il y aura à la fois des jeunes gens avec qui j'ai travaillé, dans les écoles que j'ai pu rencontrer, et puis des acteurs, actrices avec qui j'ai déjà travaillé, qui étaient dans Péléas et Mélisande, certains dans Kliniken, et puis des nouvelles personnes aussi, et puis 2 enfants. Voilà. Merci Julie. Merci. Cette adresse à la jeunesse... Oui, je me pousse un petit peu moins pour laisser... Cette adresse à la jeunesse dont tu parles, elle est aussi très présente là, dans ton projet, Éric. Alors, tu peux prendre un micro. Éric Vignier, qui est venu de nombreuses fois au TNB, qui, cette saison, va présenter Une faux jurée de rien d'Alfred de Musset, avec 7 jeunes acteurs et actrices qui sont issus de la promotion sortante, la promotion 11. Et ce sera fin janvier au TNB. Alors, cette saison, elle marque vraiment le passage de relais entre la promotion précédente et celle qui va arriver. Et puis, on essaye d'accompagner à leur sortie de l'école des parcours d'acteurs et d'actrices, c'est-à-dire de les soutenir dans les années qui suivent leur sortie de l'école ici. Et puis, il y a des rencontres qui vont se faire entre des artistes et puis cette promotion durant les 3 ans où ils rencontrent des artistes. Et puis certains ont envie de faire des choses avec eux. C'est ce qui s'est passé avec Éric. Alors, il va y avoir 4 créations qui vont
ouais, qui vont un peu témoigner de la richesse que propose une école de théâtre quand différents artistes s'y impliquent et ont envie de continuer à travailler avec. Vous verrez pendant le festival TNB Dreamers 2, Pascal Rambert avait écrit Dreamers pour la promotion, la dernière promotion, qui était un texte écrit pour cette promotion-là. Et puis on s'est dit, mais il faudrait Dreamers 2, Dreamers 3, pour les 3 promotions voilà, qui vont être reliées à mon projet ici. Ça veut dire qu'au bout de ces presque 10 ans, on aura formé 60 jeunes acteurs et actrices et qui, à travers les 3 Dreamers, parce qu'on va essayer de les reprendre ensemble, raconteront aussi les 10 années qui auront traversé cette génération. Donc là, Pascal Rambert, il a commencé aujourd'hui les répétitions de Dreamers 2. Et puis Dédalus, on en reparlera, La vie de quelqu'un par Madeleine Loarn et Frédéric Vossier et Olivier Mélano. Et enfin, La tour de Constance de Guillaume Vincent, qui va être aussi recréée la saison prochaine. Donc voilà, il y a 4 projets qui sont liés comme ça à des rencontres que les artistes ont pu faire avec cette promotion et qui sont pas du tout des projets de sortie, mais plutôt des productions d'entrée dans la vie professionnelle. Voilà. Et donc ce spectacle de Musset et de l'un d'eux, et donc je vais tourner vers toi, nous présenter justement cette pièce qui était d'un auteur jeune à l'époque, quand il l'écrit. Non, Musset? Oui. Bonsoir. Je voudrais dire que ce qui est important, c'est la rencontre, parce qu'on s'est rencontrés avec la promotion 11, là, qui va sortir il y a 3 ans, sur un stage que j'ai fait à partir de la place Royale de Corneille, pour un peu apprendre les fondamentaux. Voilà, par rapport à... Et l'année d'après, on s'est retrouvés à Pau, à l'occasion d'une masterclass sur Molière. Et donc, il y a eu un désir véritable de travailler avec eux, à partir de l'atelier qu'on avait pu faire sur Corneille. Parce que la place Royale, c'est vraiment très difficile. C'est aussi une pièce d'un jeune auteur à l'époque qui pose les fondamentaux du théâtre classique et donc d'une nouvelle perspective. Je veux dire aussi une chose, c'est que ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un centre qu'on a fondé à Pau qui s'appelle le Centre de recherche et de création théâtrale de Pau, qui est consacré exclusivement au répertoire français du XVIIe au XIXe siècle, au répertoire français, et qui réunit des chercheurs, donc spécialistes du siècle et d'un auteur en particulier. Donc la première année, c'était Molière et le XVIIe. Et on a choisi, là, cette année, de travailler sur le XIXe et sur Musset. Donc c'est dans ce cadre-là, finalement, que l'on va travailler. Il y a aussi un autre proverbe que je vais mettre en scène, là, en septembre, donc à Pau. C'est « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » avec Thibaut de Montalembert et Christelle Toile. Voilà. Bon, c'est pour resituer un peu le contexte, c'est important, parce que ça veut dire aussi qu'il y a tout cet apport intellectuel, de connaissances, parce que je crois que les classiques nous renseignent beaucoup sur notre contemporain, en fait. C'est dans ce sens-là que je voulais en parler, c'est-à-dire que la recherche, la création et la transmission, pour nous, sont trois piliers qui sont étroitement liés. On ne dissocie pas les choses. Voilà. Donc le spectacle, c'est une des choses. Alors tu me posais la question si c'était un jeune auteur, ça? Non, parce que je crois que quand il écrit, il était assez jeune et que c'est écrit pour des jeunes gens. C'est une pièce de jeunes gens. C'est pas forcément écrit une pièce, c'est une pièce pour tout le monde. Mais ce qui est intéressant avec Musset, c'est que c'est quelqu'un qui écrit très jeune. Ouais. Et à 20 ans, il a une commande pour l'Odéon. Donc il écrit La Nuit vénitienne. Et c'est un échec absolument total. C'est un four abominable. Il est soutenu par personne. Et il en est absolument mortifié. Mais il va continuer à écrire et écrire à sa façon. Et en refusant pendant 17 ans, donc presque jusqu'à la fin de sa vie finalement, que ces textes soient représentés sur les scènes. Donc ça pose la question aussi de la représentation, qui n'est pas une petite chose, parce que l'histoire de la mise en scène n'existait pas à ce moment-là. Hein. Donc le metteur en scène n'était pas un auteur. Donc, et il écrit un spectacle dans un fauteuil où il dit « Moi j'écrirai ce que je veux maintenant, comme je veux ». Et il se donne des libertés d'écriture en s'affranchissant des contraintes de la représentation qui ne sont pas les bonnes par rapport à ces textes. Parce qu'il faut savoir que c'est un auteur très singulier, très particulier, très intime, très personnel dans le mouvement romantique, qui n'a rien à voir avec Victor Hugo, avec Alexandre Dumas ou des gens comme ça.
il n'est pas du tout directement politique, et c'est quelqu'un qui écrit son œuvre et sa vie à partir de ses émotions et de ce qu'il éprouve. Et le 19e siècle est un siècle extrêmement perturbé, hein, c'est-à-dire c'est un siècle politique avec des alternances politiques, des révolutions, voilà. Donc c'est un jeune homme qui est pris entre justement un passé, enfin des promesses du passé qui n'ont pas été tenues, des perspectives qui n'ont pas été réalisées, et un avenir totalement incertain. Donc dans ce sens-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un rapport à la jeunesse aussi d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose d'un monde un peu déceptif, je ne sais pas comment dire, et une perspective d'avenir qui est un peu brumeuse et un peu lointaine et à inventer. Et ce qui est très beau avec l'œuvre d'Alfred de Musset, c'est que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose de nouveau, et sa voie entre ces deux choses qui sont un peu paradoxales et antinomiques. Et toute sa vie, qui est assez courte, puisque c'est quelqu'un qui mourra à 46 ans, hein, il essaiera de tracer un chemin comme ça et d'écrire un peu quelque chose de nouveau. Voilà. Et sur un sentiment qui est sa préoccupation principale, c'est l'amour. C'est-à-dire son sujet principal, c'est l'amour. Et la vérité. Et la vérité et l'amour. Parce qu'il faut savoir qu'à 17 ans, il écrit dans la même année que Il ne faut jurer de rien, donc la confession d'un enfant du siècle, il raconte un événement traumatique pour lui qui a été la trahison amoureuse. Il était follement amoureux d'une jeune fille de 17 ans, et puis il a vu qu'elle faisait du pied pendant un repas à un camarade à lui sous la table, et à partir de ce moment-là, il s'est mis à douter de la vérité et de l'amour, et donc de l'amour aussi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui était plutôt assez pessimiste sur son temps, mais qui croyait en une vertu, je dirais, universelle, inaltérable, invisible, impalpable, gratuite, c'est-à-dire qui n'appartient finalement à aucun système socio-politique ou quoi que ce soit, qui est l'amour. Voilà. Et donc ça l'a toujours guidé, et c'est quelqu'un qui a toujours douté. Voilà. Et, enfin, c'est une œuvre absolument passionnante quand on s'y plonge, et je suis vraiment ravi de pouvoir le faire avec 7 des acteurs de la promotion 11, parce que je pense qu'on va pouvoir dire quelque chose aussi de ce rapprochement avec notre temps. Merci. Alors Jean-René, puisqu'on parle de classique et de répertoire, c'est presque trop facile d'enchaîner avec l'exploration. On va faire du théâtre classique très à l'honneur dans la saison, et en particulier avec 2 versions de Bérénice cette saison. Alors bien sûr, on vous invite à découvrir les 2, parce qu'elles sont complémentaires évidemment, et qu'on n'a pas mis ces 2 Bérénices par hasard. Alors l'une est mise en scène par Jean-René ici présent, et puis l'autre sera celle de Romeo Castellucci, dont vous avez dû voir il y a quelques années des créations importantes ici, et qu'on est très heureux de retrouver au TNB, qui est un voyage aux confins de 2 univers pour raconter la solitude de Bérénice. Alors la version plus près du texte du dramaturge, dans ton cas, Jean-René, et puis une version davantage centrée sur les variations possibles du rôle et de son actrice, en l'occurrence Isabelle Huppert, qui est la Bérénice de Castellucci. Alors Jean-René, on avait accueilli Médée, un magnifique spectacle, Médée, poème enragé ou engagé? D'un seul coup, j'ai un trou, enragé. Le lapsus est intéressant. Poème enragé. Je ne sais même plus en quelle année, parce qu'il avait été repoussé, enfin bref. Et voilà, et on est très heureux, d'après ce magnifique travail sur Médée, de te retrouver avec Bérénice. Alors, oui, question comme ça, un peu bateau, mais qu'est-ce que représente pour toi Bérénice, la singularité de cette pièce et ton choix aujourd'hui de monter Racine? Mais d'une certaine manière, Bérénice, c'est pour moi un peu la suite de cette Médée, poème enragé, qui était un texte que j'avais écrit et que j'interprétais, et de me dire que peut-être de continuer le travail sur la langue, mais pas à l'intérieur de ma propre écriture, mais en abordant ce qui constitue peut-être la matrice à la fois de mon écriture et de mes obsessions, à savoir la langue racinienne. C'était aussi de se dire que
de se noyer dans la beauté, c'était sans doute un refuge. Je ne savais pas à quel point ça allait l'être, vu les circonstances, mais il y a un endroit où je me dis que de travailler la beauté de la langue, c'est une manière de résister et en tout cas pour moi de survivre. Ce qui m'intéressait dans la pièce de Racine, où il y a une trinité de personnages. Bérénice aime Titus, elle est promise à Titus. Pour des raisons d'État, Titus dit à Bérénice qu'elle doit partir. Et il y a aussi un autre homme qui s'appelle Antiochus, qui est dans un silence effroyable et dans un amour complètement démesuré à l'égard de Bérénice. Et cette trinité comme ça vertigineuse, c'est quelque chose qui m'a obsédé depuis très très longtemps. Et de travailler sur le désastre amoureux fait aussi partie de mes obsessions, mais de voir comment ce désastre amoureux peut être transformé par l'écriture, par la poésie, et que cette chose absolument sanguinaire de la perte et du fait d'être quitté peut être transformée par l'or de la littérature et peut devenir tout simplement un chef-d'œuvre. Ce qui m'intéresse dans cette pièce également, c'est qu'il ne s'y passe absolument rien, sinon l'effroi amoureux, mais le sublime de l'effroi amoureux. Ce qui m'intéresse dans cette pièce, c'est de voir l'impossible de cet amour et de me dire que finalement, c'est pas le Sénat qui interdit à Titus d'épouser Bérénice. C'est peut-être l'incapacité de transformer cet amour qui, lorsqu'il était entravé, était parfait, de le transformer en un amour réel. Donc je ne sais pas si Bérénice est la tragédie de l'amour, mais je sais qu'elle est la tragédie de l'extrême de l'amour. Elle est la tragédie de la passion, et c'est quelque chose que je suis obligé de visiter, de revisiter, et je crois que je ne sais pas faire autre chose que de visiter cet impossible-là. Et que cette plongée dans l'écriture est d'une certaine manière comme une consolation de mes propres désastres, dont je ne parlerai pas. Donc, pourquoi Titus ne peut pas épouser Bérénice ? C'est aussi parce que, comme le papa de Titus, Vespasien, vient de mourir, Titus tout à coup est investi par le sacré. Il pensait que quand le père crèverait, il pourrait être libre et épouser celle qu'il aime, mais il y a quelque chose d'un héritage immense quand la lignée s'éteint et il est investi de quelque chose qui est le sacré de Rome et qui n'est pas le Sénat. Et ce qui se passe, c'est que pour Bérénice, l'amour est un endroit de sacré et qu'elle se trouve complètement impuissante face au sacré politique dont est investi Titus. Et l'amour de Bérénice n'a pas la force de résister par rapport à tout ce que Titus est devenu à la mort de son père. Et ce qui a d'absolument extraordinaire dans cette pièce, c'est qu'il y a un héroïsme érotique de Bérénice qui décide de partir, et qui décide de partir non dans la haine, mais qui décide de partir dans l'amour. Et en partant dans l'amour, elle se relie elle-même au sacré, et elle élève cet amour à un rang qui est à un niveau qui est un niveau mythologique. Et donc tout le monde est dans son exil. Antiochus, que Bérénice ne veut pas aimer, Titus qui continue d'aimer Bérénice et qui restera en exil dans son propre palais à Rome, et Bérénice qui part avec quelque chose qui est peut-être encore plus beau que la passion, qui est le souvenir de la passion. Et ça, c'est quelque chose de totalement utopique, mais de le voir sur scène, ça peut-être avoir une dimension cathartique, et ça peut-être peut nous faire revoir notre désarroi, notre démesure, et nous la faire accepter. Et juste pour finir, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans cette pureté de la langue, parce que j'ai pas du tout envie de travailler sur une Bérénice romantique où tout le monde crie, etc. Je voudrais rechercher l'âpreté, mais dans cette âpreté-là, il y a une totale déraison
qui n'est pas la pathologie, qui est juste le contraire de la raison, et ce contraire de la raison est aussi fort que la raison par son excès et par la pureté de sa folie. Donc j'ai envie de travailler sur la folie du désir et de la passion. Et ta distribution alors pour ça? C'est parce que je crois qu'il y a des gens qu'on retrouve à d'autres moments de la saison. Donc je crois que Jean-Christophe Folly... Il y a Jean-Christophe Folly, ouais. vous le retrouvez dans la saison également. également. Dans un autre spectacle, ça alors, revient, ouais. Titus sera incarné par un acteur qui s'appelle Jean-Christophe Folly, qui travaille à la fois au cinéma et au théâtre, qui travaille beaucoup avec Martial Di Fonsobo. Il sera dans le spectacle de Martial Di Fonsobo, et qui travaille beaucoup avec Jean Bellorini. Et c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il a 20 ans. C'est quelqu'un que, oserais-je le dire, que j'ai vu grandir, et je suis très, très heureux de le retrouver. Bérénice, c'est une toute jeune femme qui s'appelle Marine Gramont, qui travaille pour le moment avec Sivadier dans Les Atrides qu'il a monté et qu'il a joué à Montpellier récemment. Et Marine a été mon élève au conservatoire. Et il y a quelque chose d'une rencontre avec quelqu'un qui a une puissance extraordinaire et qui, selon moi, a un futur, un vrai futur. Et ensuite, il y a Alexandre Gonin, qui était le protagoniste de Némésis, qui a été joué également ici, qui sera Antiochus. Et il y a les 3 confidentes de cette trinité, dont Yann Amenecker, qui est également dans Les Paravents, avec lequel il y a eu une très très belle rencontre, et qui jouera Paulin, le confident de Titus. Nicole Doguet, qui est une femme qui a travaillé avec Claude Régis, avec plein d'autres personnes, et qui est une compagne de très longue date, qui sera la confidente de Bérénice, et un acteur qui s'appelle Marc Barbet, que je viens de rencontrer, qui est un acteur vraiment d'une extrême puissance, et qui sera le confident d'Antiochus. Voilà, il y a aussi Xavier Jacot, qui sera le créateur sonore de cette aventure. Enfin, des gens que j'ai hâte de Très retrouver. belle équipe, ouais. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Catherine Hargreaves. Alors, depuis 2017, le TNB s'est mobilisé, s'est beaucoup engagé afin de garantir l'accès des plateaux aux artistes en situation de handicap, en mettant en place des soutiens à la création adaptée, ce qu'on appelle la création adaptée. Et on tente de répondre à ce problème d'invisibilisation de ces équipes, dont les spectacles sont pourtant souvent novateurs et très puissants. Alors, on a envie vraiment de parier sur votre curiosité et sur votre capacité à la rencontre de ces autres qui sont à la fois nous-mêmes et différents, afin de découvrir ces créations étonnantes. Cette saison, on va en présenter plusieurs. En septembre, il y aura Dédalus avec la troupe Catalyse et la promotion de l'école du TNB. Au moment du festival, on en reparlera, mais le Teatro Plaza présentera Hamlet. Le spectacle de Johnny Kotzen qui s'appelle Louder is not always clearer, Sotto Bosco de Cara Bersani, et puis en janvier, Parc d'Éric Minkion-Castin. Et on lance cette saison un nouveau projet qui va être très comme ça, un axe fort de ce mandat pour moi. Enfin, c'est mon 3e mandat, là j'ai été renouvelé pour un 3e mandat. Et cet axe fort s'appelle Extraordinaire, et c'est qu'on va dédier à la création inclusive et soutenu par une association philanthropique qui s'appelle Un Esprit de Famille. Et c'est un projet novateur qui vise à fédérer des nouveaux partenaires et le public autour de la création portée par des artistes en situation de handicap. On va l'inaugurer cette saison avec la création de Back to Reality de Catherine Hargreaves et Adèle Gasquel. Donc tu es venue seule, mais vous êtes 2 à avoir réalisé ce projet. C'est un projet qui, comme souvent quand les projets sont très intimes, forcément ils ont aussi une grande universalité. Et je te demanderais juste de nous le présenter, parce que c'est une histoire que toi seul peux raconter. Ouais, d'accord. Bonjour. Déjà, dire que c'est avec une grande émotion qu'on vient jouer à Rennes, parce qu'il y a 3 enfants du pays de Rennes dans l'équipe, quand ils ont su qu'ils venaient jouer ici, alors qu'ils ont connu le théâtre ici, au TNB. Ils étaient vraiment extrêmement émus de revenir de ce côté-ci cette fois-ci. Effectivement, une histoire intime parce que c'est l'histoire de ma sororité. On est 3 sœurs.
et dont l'aînée, Rachel, qu'on voit là, est porteuse de trisomie. La cadette a, pendant 10 ans, filmé notre sororité et a voulu en faire un film. Et donc moi, je suis la dernière. Et en fait, c'est quand Rachel est arrivée au moment de sa fin de vie, qui a été extrêmement violente avec le corps médical qui a montré une grande violence à ce moment-là, que moi, je me suis dit qu'il fallait que je raconte quelque chose aussi sur cette sororité. Et que, enfin voilà, j'avais quelque chose à transmettre. Je ne savais pas encore quoi, mais il fallait que je le transmette. Dans cette histoire, Rebecca, qui nous a filmé pendant plus de 10 ans, quand elle a monté son film, les disques durs ont craché. Donc le film a disparu totalement, le disque de sauvegarde et le premier disque. Et elle m'a dit, je suis dégoûtée, tu prends les rushs, t'en fais ce que tu veux. Donc j'avais ces rushs, j'avais la disparition de ma sœur et l'absolue certitude que j'avais quelque chose à transmettre au public. Je croyais que c'était la violence de cette fin de vie. En travaillant dessus, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, parler du handicap, parler de ce que c'était que d'être cette sororité particulière, je ne peux pas juste me concentrer sur cette fin de vie qui était violente. Et donc peu à peu, ça m'a pris 7 ans, je suis partie en recherche et j'ai essayé de trouver qu'est-ce qu'il fallait raconter. L'idée, c'était vraiment de donner cette expérience de ce qui était, en fin de compte, extrêmement normal, c'est-à-dire de vivre avec la différence. La société veut nous faire croire le contraire, mais en fait, vivre avec la différence, c'est quelque chose qu'on vit tous et qu'on essaye de nous cacher. Donc l'idée avec ce spectacle, c'est de vous donner l'expérience de ce que c'était que de vivre avec Rachel. Et ça m'a amené jusqu'en Angleterre. J'ai passé 2 mois là-bas à chercher des choses par rapport à la création adaptée en Angleterre, aussi parce que je suis anglaise. Et j'ai utilisé les rushs et je me suis rendu compte que raconter quelque chose de personnel, c'est se confronter à ce que c'est que le récit et que c'est impossible d'avoir une seule façon de raconter quelque chose. Donc tout le travail théâtral a été de trouver une forme où cette multiplication de récits pour apparemment une même histoire pouvait exister sur un plateau. Donc dans cette pièce, pour vous donner cette expérience de ce que c'était de vivre avec Rachel, il va y avoir l'utilisation des rushs, donc de la matière documentaire, il va y avoir des chansons populaires, il va y avoir de la danse, il va y avoir de l'interrogation par rapport à ce qu'on se raconte, il va y avoir des doutes par rapport aux questions de ce que c'est qu'être ce qu'on dit validiste ou pas, c'est-à-dire accepter le handicap ou pas. Et il va y avoir du bilinguisme, puisque un des acteurs dans mes recherches, je l'ai trouvé par hasard en Angleterre. C'est un acteur porteur de trisomie qui est absolument incroyable et qui est venu rejoindre l'équipe et qui a donné une couleur très particulière à cette pièce. Voilà, je pourrais dire plein de choses encore, mais venez voir le spectacle. Mais tu peux peut-être raconter un peu le dispositif, justement, qui est assez original de cette création. Tu peux parler un peu du dispositif qui est assez original. Oui, c'est-à-dire qu'on nous voit en création, donc avec Adèle Gasquel, qui a coécrit et commis le spectacle en scène. En fait, le danger, quand on parle du handicap, déjà, le handicap en soi, bien sûr que ça veut dire quelque chose, mais il y a 40 000 handicaps différents. Et donc, on va pas parler du handicap en général, c'est déjà quelque chose qui, pour moi, ne veut rien dire. Parler d'une personne, tout simplement. Comme je vous dis, il y a plein de façons de raconter l'histoire de cette personne. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en scène nos doutes par rapport à comment approcher le récit, comment être le plus authentique possible par rapport à ce récit. Donc on nous voit traverser les époques avec une machine à voyager dans le temps, faire des allers-retours, on nous voit rentrer dans la matière documentaire, en ressortir, se poser des questions, faire comme si le public n'était pas là, tout d'un coup le public réapparaît, donc c'est très très mouvementé, ça n'arrête pas de bouger, re-rentrer dans l'amour de la fiction, parce que en fin de compte c'est aussi l'amour du récit, donc on n'arrête pas de voyager entre le récit documentaire et le récit fictionnel.
Et ce que je suis en train de me rendre compte là, c'est d'essayer d'expliquer cette forme, mais est impossible, c'est le théâtre qui le fait très bien. Donc je peux pas... voilà, je pourrais faire une analyse de la forme exactement, mais je ne suis pas là pour ça. Parce que le dispositif est assez original, puis tu as la des façon de interprètes répondre très à cette différents. question, c'est le spectacle. Voilà. Et puis que vous allez reprendre en résidence justement dans le cadre d'Extraordinaire, vous allez pouvoir à nouveau retravailler et avoir un vrai temps de travail qui va vous permettre à nouveau de faire évoluer le... Effectivement, ouais, on l'a joué toute cette saison et puis voilà, la création, ce qu'on appelle la création adaptée demande d'inventer de nouvelles façons d'aborder les répétitions et demande aussi beaucoup plus de temps. Et nous, on a eu 4 semaines, donc on a créé le spectacle en 4 semaines. Ça s'est très bien passé puisqu'on a des dates qui s'ajoutent jusqu'à la saison 25-26. Mais nous, on aimerait encore continuer à travailler dessus, donc on a demandé cette semaine supplémentaire et on a pu l'avoir. Oui, d'où l'idée de travailler avec des soutiens extérieurs sur le projet Extraordinaire, puisqu'en voulant accompagner la création adaptée, on doit évidemment avoir des moyens très spécifiques, puisque chaque projet de cette nature engage des temps de travail, des accompagnements, parfois des questions de soins, qui nécessitent vraiment des modes de production différents que ceux plus traditionnels, on va dire. Tout en disant que la création adaptée, pour moi, c'est un terme qui devrait, j'espère, un jour disparaître, parce que je pense que chaque metteur en scène s'adapte à son équipe. Et c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de s'adapter à des professionnels en situation de handicap, et on n'a pas encore ces codes-là. Mais quand on les aura, juste on parlera de création tout court. Ce qui est intéressant justement aussi dans ce projet, c'est que il y a une mixité. C'est-à-dire que, parce qu'on voit beaucoup de créations dites adaptées avec uniquement des interprètes en situation de handicap, mais finalement ce qui est en train d'arriver aussi, de plus en plus, c'est la mixité. C'est-à-dire, voilà. C'est mon cheval de bataille. Exactement. C'est que chez les jeunes qui sont en formation, en fait le problème, et c'est pas du tout de culpabiliser les gens, c'est qu'ils ne pensent même pas qu'il existe des professionnels en situation de handicap. Donc c'est que petit à petit, on voit sur nos scènes des distributions mixtes, et que dans les formations, quand on fait une distribution en sortant, qu'on crée son spectacle, on pense à avoir des techniciens ou des comédiens en situation de handicap sur nos plateaux en même temps que des comédiens qui ne le sont pas. Voilà. Juste pour l'anecdote, après, c'est vrai que là, à l'école, par exemple, sur le groupe de 20, il y en a 2. Et donc, voilà, c'est aussi les interprètes de demain. Voilà, les choses changent, c'est bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Catherine. Voilà, je vous remercie tous les 4. On va maintenant rentrer dans la saison avec la belle introduction que vous nous avez permis. En tout cas, merci beaucoup. Prends le verre. Ah non. Donc, dans la foulée de ce que viennent de raconter Catherine, Julie, Jean-René et Eric, et finalement... je vais vous parler de Jules César, qui est le spectacle que je vais présenter ici en janvier, qui fait un peu une sorte de synthèse de beaucoup de choses qui ont été dites là. En fait, c'est le spectacle que j'avais présenté ici en arrivant en ouverture de saison en 2017, pour me présenter au public. Mais voilà, il a marqué, et une nouvelle génération de directeurs et directrices de lieux ont exprimé le souhait de le reprogrammer cette saison. Et donc, ça m'a fait très plaisir de le reprendre avec la même équipe, puisque... c'est d'une part défendre l'idée d'un théâtre de répertoire, d'une fidélité à une équipe, à des acteurs, des actrices. Et puis, c'est continuer de vérifier la résonance infinie que peut avoir une grande œuvre, ce qu'on appelle des classiques finalement, qui continuent de résonner. Éric parlait de comment ça peut nous parler, mais c'est comme si les classiques étaient déjà une mémoire du futur, en fait. Et en particulier Jules César, qui est la première des grandes tragédies de Shakespeare et qui va contenir en elle toutes les tragédies qu'il va écrire ensuite, dont Hamlet. C'est une pièce qui a été créée il y a 16 ans, maintenant à Boston, avec des acteurs américains. C'était en 2008. Et elle avait été créée au moment d'élections, qui étaient les élections après 8 ans de Bush. Et au moment où on créait le spectacle, d'ailleurs, c'était les primaires qui allait faire qu'Obama allait se retrouver représentant des démocrates aux élections. Donc c'était un moment très spécifique des élections américaines. Quand on l'a repris en 2017, Trump venait d'arriver.
Et là, quand on va le reprendre, on sera à quelques jours ou on va le reprendre quelques jours avant l'investiture du prochain président des États-Unis. Donc à chaque fois, ce spectacle est une espèce de caisse de résonance un peu effrayante. Jules César, c'est l'histoire d'un complot, mais c'est aussi l'histoire d'une rumeur, c'est l'histoire du pouvoir des mots à changer le cours du monde, comment une phrase, comment l'interprétation d'un rêve ou d'un discours peut faire basculer complètement une république et en fait changer le cours de l'histoire. La pièce se situe dans un moment où Jules César, empereur, commence à être vu comme un empereur, on va dire, de plus en plus tyrannique et s'accaparant de plus en plus le pouvoir. Et à l'apogée de cette puissance, un groupe de républicains mené par le héros Brutus va se liguer dans un complot afin d'assassiner Jules César. Et cette bascule va peut-être pas apporter le changement espéré. Et la pièce, elle pose cette question-là, c'est-à-dire dans quelle mesure un pouvoir ne remplace pas un autre, comment peut-on changer les systèmes du pouvoir afin qu'ils ne soient pas remplacés vite par les mêmes. Comment aussi, à partir de quel moment passe-t-on de la République à l'autocratie? Qu'est-ce qui fragilise la démocratie? Alors encore une fois, voilà, on est un peu dans l'impact de ce qui vient de se passer. Ce spectacle, dans une langue assez extraordinaire que vous pourrez entendre en anglais, joué par des acteurs américains, vient raconter ça, ce moment de bascule entre la démocratie et la dictature. Donc c'est une pièce politique où le langage et la rhétorique tiennent la première place, et le monde de la pièce ressemble évidemment toujours au nôtre. Les États, on le voit bien, autoritaires se sont multipliés en Europe et dans le monde ces derniers temps. Et là, on sera à quelques jours de la 45e investiture du nouveau président des États-Unis. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ce spectacle. C'est 16 interprètes américains, plus un trio de jazz qui jouent en live, à la manière d'un chœur, on pourrait dire, puisque cette pièce nous ramène à Rome, au Capitole. S'ajoute évidemment au Capitole de la pièce les images passées anciennes de l'invasion du Capitole, qu'on a pu voir il y a 2 ans, 3 ans. La pièce a été située parce que, c'est vrai que j'étais à Boston, mais pour plein de raisons, elle a été située dans les années 60, justement dans ce moment où entrait en conflit le rapport à la parole et la présence très forte des images qui allaient se substituer au discours, en l'ancrant, donc, ce Jules César à l'époque et dans les années Kennedy, au moment aussi où un changement fondamental allait se passer dans l'histoire contemporaine et où l'assassinat de Kennedy, comme celui de César, allait créer un nouveau fantôme qui allait hanter la fin du XXe siècle. Voilà pour Jules César, où je rencontrais justement des gens qui allaient devenir des collaborateurs artistiques, puisque Ricardo Hernandez et Skole Zielinski, qui ont fait le décor et la lumière, ont fait Jules César, et c'est à partir de là j'ai continué à faire avec eux tous mes spectacles, et également le chorégraphe Damien Jallet, avec qui je travaille souvent et qu'on retrouve dans la saison. Voilà pour Jules César. Alors autour de Jules César, enfin en anglais Julius Caesar, il y aura évidemment à rencontrer l'histoire. Il y aura 5 rendez-vous cette saison avec Patrick Boucheron, à l'occasion de ces moments rencontrer l'histoire, où Patrick se fait l'écho à travers la programmation, un croisement entre ce que le plateau propose et ce que l'actualité, j'ai envie de dire, lui offre. Donc on retrouvera Patrick Boucheron avec tous les rendez-vous qui seront disponibles en ligne pour voir les dates et que vous avez aussi dans la plaquette. J'en profite aussi pour vous annoncer la reprise des rendez-vous, l'encyclopédie du théâtre, puisque chaque création artistique découle d'une histoire esthétique, humaine, politique et sociétale, et qu'avec Leïla Adam, qui est chercheuse spécialisée en études théâtrales, on vous propose de décrypter les processus créatifs qui ont accompagné des artistes, des chercheurs, des chercheuses. Il y aura 4 rendez-vous cette saison, donc il y en aura en janvier autour de Jules César, mais j'annonce déjà celui du 12 septembre, qui est un rendez-vous exceptionnel avec une magnifique actrice, Marilou Marini,
actrice argentine, qui a été un des piliers du groupe C, et Alfredo Arias, Facundo Bo, Coppi, qui ont été un groupe d'Argentins ayant fui la dictature, arrivés en France dans les années 70, et dont l'apport dans le théâtre français à ce moment-là va changer quelque chose, et en tout cas va marquer plusieurs générations. Il y a un film magnifique qui est sorti, que vous pouvez peut-être encore voir, qui s'appelle Marilou, et qu'on reprojettera à cette occasion. Mais le premier rendez-vous sur l'encyclopédie du théâtre sera le 12 septembre avec Marilou Marini. Par ailleurs, je glisse comme ça, pour ne pas y revenir après, avant de l'oublier, que je vous propose 2 rendez-vous avec vous et moi, pour parler un petit peu de ce que c'est Cassandre Dramatique, ce qu'on y fait, comment on fait une saison, comment on fait une programmation, et puis d'autres sujets qu'on va définir. Il y aura 2 rendez-vous, et le premier sera pendant les Journées du patrimoine, le 21 septembre, pour parler un petit peu, parce que on n'a pas beaucoup le temps de partager ça avec vous, mais c'est quoi un centre dramatique, comment on fait une programmation, comment se font des choix artistiques, etc. 2 temps forts cette saison, le festival TNB au mois de novembre, et puis Transform au mois de mai. Là, on vient de terminer la première édition de Transform, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Là, on a décidé de vous donner l'ensemble du festival dès aujourd'hui. On ne va pas attendre le mois de septembre, on va tout de suite intégrer le festival à la saison du TNB. Le festival, depuis 2017, est un précipité du projet artistique qui tente de construire un lien durable avec le public, et basé sur la prise de risque, la curiosité. On fait ça avec une dizaine de partenaires dans une dizaine de lieux de l'agglomération rennaise. Et au-delà des spectacles, en plus de tous ces spectacles, il faut savoir que depuis 3 ans, le festival est un temps de pratique et de rencontre pour les jeunes artistes, jeunes professionnels, étudiants étrangers, qui viennent ici pendant le festival pour à la fois voir des spectacles, mais aussi se former, rencontrer des artistes, participer à des workshops. Il y a un programme qui s'appelle Transmission et qui propose des masterclass à une 60aine de jeunes artistes professionnels et étrangers, et ainsi qu'à des étudiants et étudiantes d'écoles internationales. Mais je vous invite à découvrir un petit peu le festival à travers quelques images. Alors, je vais vous présenter brièvement ces spectacles. On aura l'occasion aussi de se revoir et de vous en reparler plus longuement. Mais j'attire vraiment votre attention sur Léviathan de Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan, qui est une création, coproduction. Pour la première fois, nous accueillons Lorraine de Sagazan au TNB. Ce sera dans cette salle au mois de novembre. Le spectacle va être créé à Avignon. Et on est très heureux de vous présenter les premières dates ensuite après Avignon, ici dans le cadre du festival. C'est une jeune équipe qui est là donc pour la première fois. Lorraine de Sagazan trace un sillon assez singulier en tant qu'autrice et metteur en scène. Après avoir travaillé sur un diptyque Ibsen et Tchekhov, elle a commencé à construire des spectacles avec Guillaume Poix, où ils écrivent ensemble des projets où la fiction tente de raconter le réel. Et dernièrement, elle en a fait un sur le deuil qui s'appelait Un sacre. Et là, elle s'intéresse à la question de la justice. Alors, il travaille avec un important travail sur le terrain, en menant des enquêtes, des immersions, des entretiens, des témoignages qu'ils vont recueillir. Et ensemble, Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix livrent une plongée
au cœur de l'institution judiciaire, de son fonctionnement, de ses limites et de ses alternatives. Hamlet, présenté par le Teatro La Plaza, est un spectacle péruvien. Ils viennent aussi pour la première fois au TNB. D'origine péruvienne, Kela de Ferrari a créé ce théâtre à Lima en 2003. Il y a aujourd'hui plus de 120 pièces qui ont été produites en une vingtaine d'années, parmi lesquelles figurent de nombreuses relectures d'œuvres classiques et de créations contemporaines. Et à travers ces propositions, c'est des questions clés qui sont posées afin de mieux comprendre le monde contemporain et la nature humaine. Dans le cas d'Hamlet, elle a confié la pièce à 8 interprètes, tous et toutes atteints de trisomie 21, et qui revisitent l'œuvre de Shakespeare en engageant un dialogue entre les thèmes de la pièce et les personnages qui habitent l'œuvre de Shakespeare, c'est-à-dire la trahison, la vengeance, l'amour, la folie, et la vie des interprètes qui les incarnent avec force, mais aussi avec beaucoup d'humour, et qui insufflent à ce spectacle très singulier un sentiment de liberté très fort. C'est une œuvre tout à fait originale et très enthousiasmante. Sur les chemins des glaces, un très beau projet de Bruno Gélin, artiste associé. C'est une création qui a été répétée en résidence au TNB, qui sera présentée à l'air libre. Bruno, dans ses mises en scène, fusionne théâtre, vidéo, art visuel. Il a vraiment hybridé les formes et présenté au TNB avec succès la recréation de son spectacle sur Molinier, Mes jambes si vous saviez qu'elles fumaient. Et puis récemment, Le feu, la fumée, le soufre et Chroma. Pour cette nouvelle création, alors il est parti d'une idée vraiment très belle. Il a suivi les pas du grand cinéaste allemand Werner Herzog, dont vous voyez qui a marqué vraiment le cinéma allemand des années 60-70, à quelqu'un d'assez habité, qui est passé du fiction au documentaire, qui s'est mis beaucoup en danger dans des projets un peu dingues, et dont ce projet Fitzcarraldo avec Kinski, où il remontait comme ça l'Amazonie, qui lui avait d'ailleurs valu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 82. Donc Werner Herzog était très proche de Lotte Eisner, qui était la collaboratrice de Fritz Lang. Et en novembre 1974, il a entrepris un voyage à pied de Munich à Paris afin de rejoindre Lotte Eisner, qui était gravement malade, en lui disant « Cette marche-là que je vais faire va te sauver ». Et donc il a marché plusieurs semaines, mois, avant de rejoindre Lotte Eisner, qui effectivement s'est remise à ce moment-là de la maladie et a survécu, et a vécu encore de nombreuses années. Donc il s'est persuadé, il a peut-être raison, que c'est cette marche de 800 km qui a sauvé Lotte Eisner. Et Bruno Gélin a décidé de refaire cette marche et de cette aventure dont Herzog a publié un carnet de voyage sur les chemins de glace. Bruno, avec le comédien Clément Bertani et le musicien Guillaume Logereau, ont repris cette route et ont fait le même trajet, les mêmes forêts inhospitalières, les mêmes sentiers boueux, la neige, les blessures. Et de ce voyage, ils ont ramené des images, des paysages, des sons et des sensations, autant de matières qui vont traduire les bouleversements intérieurs d'un homme qui marche vers une amie malade et donc de ce rapport au monde. Et c'est le récit de ce voyage, qui est la reprise de ce voyage, donc que propose Bruno Gélin avec Sur le chemin des glaces. Dreamers 2, donc comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pascal Rambert écrit spécifiquement pour la promo 11, qui nous quitte bientôt, ce nouveau texte. Pascal écrit toujours pour les interprètes. Il connaît les interprètes avant d'écrire pour eux et pour elles. Et là, il leur a aussi demandé de leur envoyer des rêves. Dreamers, ça veut dire les rêves. Et c'était les rêves de la promotion 10 qu'il y avait dans Dreamers. Et là, il joue sur le mot rêve et rave. Les raves étant ces mouvements comme ça de danse où vont être plongés ces 20 jeunes en mouvement. Et Dreamers 2 va donner à entendre leurs conversations, les soliloques intérieurs, en lien avec aussi le flot de musique, le volume de la musique, dans une cartographie d'un double mouvement de la parole et des corps, sculpté par les lumières d'Yves Godin, dont vous avez pu voir le travail à la fois dans les spectacles de Pascal Rambert, mais aussi dans ceux de Gisèle Vienne, par exemple, et dans une scénographie qui est très proche de celle du premier volet, pour faire un trait d'union entre la promo 10, la promo 11, et en 3 ans, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé dans ce qui habite, dans ce qui hante ces jeunes gens. Voilà, ça c'est pour Dreamers 2. Planet Wanderer, c'est le nouveau projet de Damien Jallet,
artiste associé, et du plasticien Koenawa, avec qui il avait déjà fait Vessel, qu'on avait présenté ici. Alors après les incroyables Skid et Through, que nous avons accueillis de Damien en 23 avec le ballet du Grand Théâtre de Genève, on est vraiment très heureux de pouvoir présenter ce fruit de la collaboration entre Damien et Koenawa, qui est un des très grands plasticiens japonais aujourd'hui, travaille sur la matière, travaille sur la transformation de la matière. Et on va vous proposer donc Planet Wanderer, qui est une pièce chorégraphique entre sculpture et performance, une immersion comme ça dans un monde qui fait penser à un voyage initiatique, dans un monde vraiment très novateur, on va dire, très inédit, dans ce que vous voyez, vous vous rendez compte dans les images, où la matière vient vraiment challenger le danseur et le contraindre à utiliser son corps de manière vraiment différente de ce qu'on peut voir d'habitude dans la danse. Voilà. En parallèle de Planet Wanderer, en double programme, un film qui s'appelle Myst et qu'on diffusera également pendant le festival TNB, qui est en fait un film puisque Myst avait été créé pendant le confinement et n'avait pas pu être repris en public. Et donc, ils ont décidé d'en faire un film. Donc, c'est le film de ce spectacle qui sera présenté en même temps que Planète, puisqu'il n'y a pas eu de spectacle. Damien Jallet donc, a travaillé avec moi voilà, très souvent, mais il a surtout été lui-même comme co-chorégraphe et interprète très présent dans les ballets C'est de la baie avec Sacha Waltz, avec Sidi Larbi Cherkaoui, la Slandic Dance Company. Récemment, il a chorégraphié le film Anima de Paul Thomas Anderson. Il a aussi travaillé récemment pour la dernière tournée de Madonna et son projet précédent, Madame X. Et puis là, il a signé les chorégraphies du film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Donc voilà un petit peu pour le parcours de Damien, dont déjà on avait vu des très belles choses ici. Donc je pense que vous serez heureux de le redécouvrir avec Planète et Myst. Découverte aussi avec, pour la première fois au TNB, la jeune metteuse en scène Alice Vanier, sa compagnie Courir à la catastrophe. Alice a été formée à l'ENSAT, la rue Blanche, et on l'accueille pour la première fois. Peu de temps après la sortie de l'école, elle explore les thèmes de l'intimité et de l'identité à travers des récits intimes, universels, qui révèlent la beauté cachée des vies quotidiennes. Et avec La Brande, c'est un sujet qui nous touchait beaucoup, puisqu'elle explore l'aventure de la psychothérapie contemporaine et nous renvoie notre relation à la folie sur le modèle de la Borde, la clinique avant-gardiste qu'avait créée le docteur Jean Houry en 1953, et qui nous invite à repenser les contours d'une humanité plus vaste que celle de la normalité et qui va battre en brèche bien des idées reçues sur la folie. Voilà. Donc ça, ce sera La Brande, qui est un spectacle très délicat, très doux, très empathique. Et c'est l'émergence d'une jeune compagnie très prometteuse. Je vais parcourir maintenant rapidement les autres propositions du festival TNB. Avec Louder is Not Always Clearer de Gareth Clark et Johnny Kotzen. Alors, Johnny Kotzen est né sourd et gallois, ce n'est pas incompatible, hein. Et avec son accent et son style et son humour très très british et assez caustique, il fait comprendre à travers ce seul en scène le quotidien d'un sourd, en n'hésitant pas à nous livrer son regard sur les entendants, nous, qui avons tendance à les prendre pour des demeurés. Donc c'est assez drôle, et il montre justement comment, et c'est ce que veut dire le titre qui dit c'est pas parce que vous parlez plus fort que c'est forcément plus clair, puisque quand les gens parlent plus fort à des sourds, ils ont tendance un peu tout de suite à bêtifier, non ? Et donc voilà, c'est assez drôle, c'est assez facétieux, c'est très touchant. Il évoque son expérience et lève de quelques incompréhensions, on va dire, auprès de personnes entendantes. En parallèle, il y a également la diffusion du film du même nom, car Louder is Not Always Clearer a fait l'objet d'un film. Paradoxe de Guillaume Vincent, artiste associé. Eh bien, Guillaume va vous emmener dans un lieu totalement inédit du TNB à l'occasion du festival, la chaufferie. Et c'est là qu'avec son actrice complice Florent Janas, il vous donne rendez-vous pour un exercice assez inédit, avec une sortie de résidence qui aura lieu chaque jour de festival, à chaque fois une étape différente de création à découvrir,
qui mêlera souvenirs, réflexions, fiction pour évoquer l'expérience du deuil. Charlotte Clamins et Valérie Mregen, artistes associées également, elles vont dans ce tête-à-tête mettre en scène un travail de création où Charlotte parle à Valérie de toutes les catastrophes du quotidien qu'elle accumule. Charlotte Clamins, c'est une actrice qui accumule énormément de déboires. Il y a des personnages comme ça. C'est quelqu'un à qui il arrive toujours des trucs. Et l'ordinaire est dangereux pour Charlotte Clamins. Et elle a réussi à faire avec Valérie de ça une performance assez drôle que ces situations vont réunir. Enfin, Jean-Claude, Julien Mélano, qui était déjà venu aussi au TNB, qui est une figure familière rennaise. Et avec Jean-Claude, il va nous proposer une comédie dystopique, comme on dit, avec une exploration de la science, de la fiction sur fond de clonage et une réflexion assez profonde sur notre lien à la nature comme sur la nature humaine. Somnol, c'est le retour de Boris Charmatz au TNB, on en est très heureux, avec ce solo, donc figure très familière bien sûr à Rennes, chorégraphe, danseur. Là, il sort de plusieurs pièces de groupe assez foisonnantes, dont 10 000 gestes, Infini, puis récemment Cathédrale. Et Somnol, c'est son premier solo, qui était né aussi d'une rêverie qu'il avait eue pendant le confinement. Il est seul sur scène, sur un plateau, sans décor ni accessoires, avec un kilt. Et il va transporter son corps, son esprit, avec tout le champ imaginaire qui s'étire entre le moment où on rêve et le moment où on se réveille. Elle arrive à faire naître comme ça de multiples figures, parfois spectaculaires, parfois moins, et en s'accompagnant lui-même tout au long de sifflements. Donc c'est un spectacle dansé et sifflé, sifflements très variés qui vont du gazouillis d'oiseaux à des mélodies plus familières de Bach à Ennio Morricone. Avec Habité, Patricia Alliot, également artiste associée, et avec son interprète formidable Pierre Maillet, que vous avez souvent vu ici. Alors ça, c'est aussi un petit bijou d'intelligence, de drôlerie, qui vient subvertir la forme de la conférence et qui aborde la question de l'habitat, de la pérennité des habitations et de l'usage qu'on en fait. Patricia avait présenté ici Autoportrait à ma grand-mère, et puis avait créé Dispac lors du festival TNB 2021. Deep Are the Woods d'Eric Arnal Burchi est une pièce chorégraphique, une performance qu'on fait avec le collectif Faire, qu'on accueille pour la première fois. C'est un travail porté par des recherches sur la physique de l'univers. Et avec ce projet, il a mis au centre comme interprète la lumière. C'est la lumière qu'en est l'interprète principal. Et il vous invite à vous immerger dans la lumière, à interagir avec elle, à littéralement la sentir et l'éprouver dans une expérience assez ludique, poétique, très inédite. Nous retrouverons Mila Turalchik. Alors, sa participation avait été vraiment très remarquée lors du dernier festival, mais ça avait été un peu court et c'était tellement intéressant qu'on s'est dit qu'il fallait le reprendre, ce travail, avec un petit peu plus de dates. La réalisatrice Mila Turalchik donc revient pour cette édition avec Faire parler les archives des non-alignés. C'est une performance passionnante où Mila elle-même, à partir d'images qu'elle a retrouvées, qui étaient des images commandées par Tito, qui ont été complètement oubliées depuis, qui avaient suivi les mouvements de décolonisation qui avaient lieu essentiellement à ce moment-là en Algérie, et qui avaient envoyé un caméraman qui avait suivi tous ces événements. Et donc, en contrepoint, on va dire, à ce que les médias, ou pour ne pas dire la propagande française montrait à cette époque, il y avait eu d'autres images très rares, très peu vues, qui ont été celles dites des pays non alignés, c'est-à-dire des pays qui se sont regroupés, qui ont été la naissance d'après ce qu'on appelle le tiers-monde. Mais c'est la naissance du mouvement des non alignés à l'ère de la décolonisation, à travers ces images d'archives que présente, commente et réorganise Mila dans une performance qui décrypte ces images et leur impact dans un monde en pleine mutation à la fin des années 50-60. Voilà, je vous invite très fortement à découvrir ce travail très passionnant. Communiquer est un texte de Valérie Mregen, artiste associée, et je suis présent avec elle sur scène pour la soutenir dans cette performance qu'on a eu envie aussi de reprendre
pour fêter quelque part l'arrivée de la nouvelle promotion de l'école et puis le fait que le festival soit dédié comme ça à la jeune création et aux jeunes artistes, avec un texte qui revient sur les premières années d'apprentissage en école d'art et les premiers balbutiements d'un parcours artistique où, jeunes artistes, on tente de répondre à cette question, comment expliquer son travail? Et que répondre quand on vous demande, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Es-tu en vie? Et ça sert à quelque chose? Et tu as un travail à côté? Et comment parler de ce travail, etc. Voilà, les questions auxquelles les jeunes artistes sont confrontés. Et Communiquer, c'est un texte très, à la fois très drôle et très touchant sur l'arrivée, en fait, dans le monde professionnel d'artistes sortant des écoles, qu'avait écrit Valérie Mregen et qu'on est content de reprendre dans le cadre du festival. Reminiscencia de Malit Chovaca, qui est un projet, donc c'est la première fois qu'on accueille l'artiste chilien Malit Chovaca Valenzuela, qui trace sa route depuis une quinzaine d'années dans le chant théâtral en tant qu'auteur, metteur en scène et comédien. Avec ce spectacle, il revient sur son expérience vécue pendant le confinement. Alors, il était assis devant son ordinateur, et puis il a entrepris de collecter les souvenirs d'habitants et d'habitantes de Santiago, son but étant de raconter l'histoire de son quartier, situé en plein centre de la capitale chilienne, un quartier assez haut en couleur où ont lieu tous les rassemblements et d'où partent toutes les manifestations politiques. Radio Live, Les Vivantes. Alors on retrouve l'équipe qui est maintenant des familières ici, l'équipe de Radio Live. Ça fait une dizaine d'années qu'Aurélie Charon et Amélie Bonin déploient sur scène les récits d'une jeunesse engagée à travers le monde. Cette version 2024 est féminine, collective, avec sur scène 3 jeunes femmes ayant grandi dans des lieux de conflit, la Syrie, la Bosnie et l'Ukraine. Sotobosco de Chiara Bersani, c'est un spectacle qu'on va mettre plutôt dans la case, allez, on va dire danse. Ce sera à l'air libre. C'est la première fois aussi que Chiara Bersani vient au festival et à Rennes. Elle est une interprète et une autrice italienne, active dans le domaine des arts du spectacle, du théâtre de recherche et la danse contemporaine. Et dans Sotobosco, en écho à son enfance, elle s'interroge sur notre capacité à faire face à l'adversité et se mouvoir dans l'espace malgré un corps empêché. Ce spectacle s'inscrit aussi dans les différentes formes et propositions qu'on fait dans le cadre de la création adaptée. Je vais maintenant revenir à la saison et à la plaquette, page 40. Avec La vie est une fête, bien sûr, les Chiens de Navarre, Jean-Christophe Meurice, qui seront là en décembre. On les retrouve après le flamboyant « Tout le monde ne peut pas être orphelin » que nous avions présenté il y a 3 ans. Cette compagnie est une des premières qui a su imposer une autre façon de jouer avec une troupe qui puise dans l'improvisation. Et pour leur nouvelle création, fidèles à leur art de la provocation et de leur humour sans vraiment de limite, les Chiens de Navarre, cette fois, sont des tréfonds de la psyché française en s'immergeant dans un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, j'attire votre attention, petite parenthèse, sur la présence demain 11 juin à 20h au cinéma de Charlotte Lemel et Anthony Pagliotti de la troupe des Chiens de Navarre qui vous rencontreront à l'issue de la séance du dernier film de Jean-Christophe Meurice, Les pistolets en plastique, qui sort là incessamment et dont on a une avant-première demain soir. La Tour de Constance de Guillaume Vincent, artiste associé, c'est un texte qu'il a écrit. C'est le 2e rendez-vous de la saison pour Guillaume Vincent. Alors ce projet est né de son travail avec 6 anciens, enfin maintenant en presque anciens élèves de la promotion 11 de l'école. Il avait fait ce spectacle dans le cadre d'une saison à l'école et écrit pour eux ce texte. Alors c'est Alissa, Marie, Bonnie, Livio, Dylan et Martin. Ils ont tous moins de 25 ans. Et ils travaillent dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Et c'est eux qu'on va suivre pendant un an, alors qu'ils sont dans cet hôtel de luxe, pris entre les feux de l'exigence de la clientèle, le rêve d'ailleurs, le rêve de promotion et les histoires d'amour qui s'entrechoquent. C'est un spectacle très drôle, très mélancolique, un univers vraiment très poétique et très rêveur que propose Guillaume, dont on a vu ici plusieurs spectacles, Rendez-vous Gare de l'Est, Songe et Métamorphose, et puis Les 1001 nuits, qui avait ensuite donné lieu au spectacle Florence et Mustapha, une forme courte qu'on avait présentée en tournée d'éducation artistique culturelle en Ille-et-Vilaine sur 3 saisons, et puis la saison dernière, Vertige, qui avait rencontré un grand succès. Il intervient régulièrement à l'école, et il a, comme Eric, eu envie d'écrire quelque chose pour ces jeunes acteurs, et ce sera
La Tour de Constance, qui sera présenté ici avant d'être repris ensuite pour plusieurs semaines au Théâtre de l'Athénée à Paris. On accueille François Grémaud aussi pour la première fois au TNB. Alors il se livre à des portraits comme ça de grandes figures féminines. Il a fait Phèdre, il a fait Gisèle, et là il va clôturer cette trilogie avec Carmen, avec Rosemary Stanley, une des voix les plus remarquables aujourd'hui de la scène contemporaine, chanteuse du groupe Moriarty, et qu'on a accueilli très récemment pour le concert Birds on Wire. Qu'on accueille là pour Birds on Wire du mercredi et jeudi. Voilà, donc Rosemary Stanley est l'interprète de ce Carmen, dont François Grémaud propose une relecture du célèbre opéra, qui est cette fois-ci raconté, détricoté et chanté par Rosemary Stanley, et avec c'est fidèle au livret, on est vraiment sur la partition originelle, qui est jouée là avec 5 musiciennes au plateau, et qui détricote comme ça, de manière assez jubilatoire, la mécanique dramaturgique et le contexte historique de Carmen. Lacrima, de Caroline Guéla, page 49. C'est un très beau projet. Caroline est artiste associée, mais récemment, elle a pris ses fonctions comme directrice du Théâtre national de Strasbourg. Et on propose donc sur ce plateau, en février, 3 dates de Lacrima. Elle est autrice, metteuse en scène, réalisatrice, et elle travaille sur l'idée de mémoire collective à travers des spectacles qui mêlent récits intimes et fresques sociales, afin d'offrir des traversées théâtrales, des spectacles assez épiques où l'émotion joue un rôle assez crucial. Au TNB, elle a présenté Monde Grand Amour, et puis Saïgon et Fraternité, conte fantastique. Avec Lacrima, à la manière d'une enquête, autour de la création d'une robe de mariée commandée par une princesse, dont on ne sait quel pays, mais une princesse aujourd'hui, enfin une vraie princesse, quoi. C'est pas un conte de fées. Donc c'est vraiment la commande d'une robe de mariée, et à travers cette demande d'une robe de mariée, elle va raconter, à travers un récit choral, l'histoire de cette robe, et c'est-à-dire qui va impliquer la vie d'ouvrières, d'ouvriers, travailleurs de l'ombre, de l'industrie de la mode, du luxe, et qui sont tenus au silence et au secret. Personne ne doit savoir en fait à quoi cette robe va ressembler le jour de la noce, et pendant plusieurs mois, c'est une trentaine d'hommes et de femmes qui vont travailler à l'ouvrage. Alors à Paris, à Alençon, pour la confection des dentelles, à Mumbai pour la réalisation des broderies, et d'un continent à l'autre, dans 3 ateliers liés par le travail, le savoir-faire et le secret, ces couturières, modélistes, brodeurs vont raconter finalement, juste à travers une robe, toute l'histoire d'une condition. Donc le projet devient évidemment rencontrer des questions sociales et politiques très fortes. Nous vous parlons d'amour. C'est le projet de Jeanne Benhammer, Massimo Dean, création répétée en résidence. On avait présenté en 2022 au TNB Le Rance n'est pas un fleuve, une nouvelle pièce maintenant de ce deuxième volet. C'est un ambitieux projet artistique que met Massimo Dean par le désir d'éclairer les angles morts de nos sociétés, et avec des interprètes qui sont pour partie issus de la précédente création et pour partie de nouvelles rencontres. Et au cœur de ce projet, 11 personnes qui sont des amateurs, des amatrices que la vie a malmenés et qui construisent ensemble un espace d'apaisement, tissent des liens et nous posent la question de ce qui est nécessaire et essentiel. La vie secrète des vieux. Voilà un titre prometteur. Mohamed El Khatib, artiste associé. Alors je ne sais pas si c'est d'avoir fait Mes parents avec la promotion 10 qui s'interrogeait sur la sexualité de leurs parents, qui lui a donné envie de se lancer dans ce projet où, pour cette nouvelle création, il s'intéresse à la vieillesse et pose cette question à des personnes âgées. La vieillesse sonne-t-elle le glas de l'amour ? Voilà. Donc, il a ainsi tissé un récit intime de personnes âgées de tous horizons sociaux et déploie à travers cette création on va dire un paysage amoureux du troisième âge, le désir qui peut s'accompagner d'une sexualité réinventée. Voilà, c'est le travail qu'a fait Mohamed et qui est une espèce d'écho un peu à Mes parents. Mohamed ici a créé, présenté au TNB Finir en beauté, Stadium,
C'est la vie, la dispute, les conversations avec Alain Cavalier, Gardien de partie et Boule à neige avec Patrick Boucheron. Donc c'est sa nouvelle création, La vie secrète des vieux, avec, dit-il, des personnes âgées de 75 à 102 ans. Ils ne seront peut-être pas tous là, la création. Odile Hello, d'Anne Brochet, par et avec Anne Brochet, actrice, réalisatrice, écrivaine, qui avait reçu le prix Romy Schneider en 91, le César du meilleur second rôle féminin en 92 pour Tous les matins du monde, Cyrano de Bergerac, etc. De nombreux films depuis. Ici sur scène avec nous en 2019, elle jouait pour Pascal Rambert dans Architecture. Et c'est son premier seul en scène, on va dire. Elle a écrit beaucoup de romans ces dernières années, beaucoup de livres, dont le dernier, Les Armoires d'une vie, qui est un très beau livre. Et là, elle raconte en mots et en mouvements les longueurs quotidiennes d'une femme dans le grand bain d'une piscine municipale, un canevas d'impressions, de souvenirs. C'est assez drôle, assez virtuose. Voilà, c'est l'histoire d'une femme. Est-ce que c'est elle? Ça peut être plein d'autres. Passant un certain âge, passant la cinquantaine, entre deux âges, entre deux eaux, et qui va investir la piscine comme un théâtre des possibles. Donc sur scène, le bassin va être le lieu de toutes ces projections au fil d'un monologue intérieur où se croisent les souvenirs et les nageurs et nageuses qu'elle frôle. Et au bout de ces longueurs, Odile est prête à une renaissance dans une nouvelle vie. Alors Anne Brochet a aussi été accompagnée par Joël Bouvier pour ce travail, pour mettre en jeu le corps, les sensations voilà, de cette nageuse qui vient raconter son histoire. C'est très drôle, très très touchant. Et en parallèle d'Odile Hello, on projettera 2 films d'Anne Brochet qui sont vraiment irrésistibles. Le premier s'appelle Brochet comme le poisson. Elle a beaucoup souffert de son nom, Brochet, qui ne la faisait pas beaucoup rêver, et surtout que le poisson brochet en lui-même n'est pas le plus joli poisson. Et elle a fait un documentaire autour de gens qui, comme elle, ont des noms d'animaux. Donc Monsieur Lapin, Monsieur Saumon, Marcassin. Et donc c'est très drôle. Brochet comme le poisson et Rêve de mouette, qui raconte comment une actrice qui a été n'est plus au fait de la gloire qu'elle a pu connaître, part comme ça un peu pour se réinventer à Los Angeles avec son chien et s'apercevoir que la plupart des gens qui promènent leurs chiens à Los Angeles sont comme elle des acteurs et des actrices. Et elle va y voir une projection à travers elle-même de la mouette de Tchekhov et des aspirations de Nina, la jeune actrice qui se rêvait actrice. Ça parle de la vocation, ça parle des espoirs déçus et de comment on peut les transformer, en l'occurrence dans ce film, dans un film extrêmement drôle et réparateur. Je vous recommande vraiment ces 2 films en plus d'Odile Hello. Dolorosa, c'est une autrice qu'on connaît très peu en France et que Martial Di Fonzobo va vous faire découvrir, Rebecca Krischeldorf. Martial, juste pour la blague, est issu de la première promotion de l'école du TNB. Il dirige actuellement le Quai, CDN d'Angers Pays de Loire. Il est acteur, metteur en scène franco-argentin. Et il a eu envie de créer cette nouvelle pièce de Rebecca Krischeldorf qui s'inspire des 3 sœurs de Tchekhov. Une pièce qui est une variation qui transforme la désillusion, les rêves inassouvis, l'immobilité et l'ennui en un vaudeville de l'existence. C'est assez drôle. Enfin, à les lire comme ça, c'est très drôle. Et c'est une comédie désabusée, on pourrait dire, qui réunit des interprètes formidables, dont Jean-Christophe Folly, donc qui est dans le spectacle de Jean René, mais aussi Marie-Sophie Ferdane, qu'on a vu ici dans La Dame aux Camélias et Mes frères, et Les Paravents. Clara Breteau, qui était dans Némésis, et qui est aussi issue de la promo 10, donc qui était dans Mes parents, de Mohamed El Khatib. Voilà, en Allemagne, Rebecca Krischeldorf est reconnue comme l'une des dramaturges les plus talentueuses. Elle a écrit une 30aine de pièces, et elle explore la manière dont les classiques du répertoire ou le matériau ancestral des contes et des mythes peuvent trouver un écho dans notre monde moderne, tout en renouvelant le genre de la comédie allemande. Conversation entre gens ordinaires. Alors ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est bien Jean, J-E-A-N. 2 comédiens magnifiques, Jean-Claude Pouliquin d'un côté et Jean-François Auguste de l'autre. Ils se connaissent depuis 18 ans puisqu'ils travaillent ensemble au sein de la compagnie Catalyse, la compagnie de Madeleine Loirne. Jean-Claude est né à Lameur dans le Finistère,
grand, mince, les cheveux blancs et barbus. C'est l'acteur le plus ancien de Catalyse, et Jean-François, lui, vit entre Paris et Marseille, et il a été formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Ces deux gens donc se côtoient depuis de très nombreuses années. Ils poursuivent chacun leur route sur des projets différents, mais se retrouvent régulièrement dans les créations de Catalyse. Et Conversation ordinaire revient sur leur relation, une relation qui mêle pudeur et confiance et traduit cette dynamique, cet équilibre, cet échange continu. C'est un très beau projet de Jean-François et Jean-Claude, donc je vous recommande vraiment de découvrir ces conversations. Bérénice, bon là je vais aller vite, Romeo Castellucci, on connaît, Isabelle Huppert, on connaît, mais c'est un spectacle très puissant, qui est le fruit de la rencontre de ces deux monstres sacrés du théâtre, et de voir comment ils sont partis de Racine pour créer ce monologue assez radical, vraiment hors du temps, un joyau brut comme ça, qui est avec un travail très puissant sur la voix, sur le son, avec Scott Gibbons, des costumes d'Iris Van Herpen. Voilà, et c'est l'endroit vraiment passionnant du travail d'Isabelle Huppert au théâtre, quand elle creuse ce sillon qui l'amène sur des projets assez incroyables, que ce soit avec Claude Régis, Warlikowski, Bob Wilson ou Peter Zadek, et là avec Romeo Castellucci. Donc c'est un spectacle très fort que ce Bérénice, mais qui évidemment est davantage l'univers de Romeo Castellucci que celui de Racine. Danse maintenant, un petit peu. Des rendez-vous danse et performances dans la saison, avec tout d'abord Parc, donc toujours dans le cadre du projet création adaptée qu'on mène ici. Parc Shonen, Eric Minkong-Castin, qui vient pour la première fois au TNB. C'est un travail qu'il mène depuis très longtemps. Eric Minkong-Castin, un projet très singulier, très généreux et assez extraordinaire, qu'il alors lui développe au sein de sa compagnie qu'il a fondée en 2007 des projets qui associent le corps, le mouvement, l'image et les nouvelles technologies. Sur ce projet, il va réunir des robots, des danseurs et des danseuses et des enfants atteints de troubles moteurs, et la compagnie invite le public à déambuler dans un parc utopique qui est constitué de tous ces interprètes, un parc aux normes réinventées où le public est libre et au plus près des artistes, un spectacle de danse très novateur, une expérience humaine, joyeuse, chaleureuse, émouvante, et qui va dessiner et qui dessine des portraits d'enfants. Voilà. Par ailleurs, la compagnie, pendant qu'elle sera ici et un peu en amont, crée des collaborations avec des structures de santé du territoire spécialisées et avec la mise en place d'ateliers de pratique. Et ce sera sur le plateau Villars. Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Alors de même qu'on est très heureux de retrouver Castellucci, on retrouve Anne-Theresa de Kersmaker, qui n'était pas venue au TNB depuis 10 ans, et le dernier spectacle c'était Partita 2. Elle revient avec cette nouvelle création en collaborant avec le danseur et chorégraphe Radwan Riziga, et ensemble ils explorent les 4 saisons de Vivaldi. Voilà, ça parle tout seul, ça. Anne-Theresa de Kersmaker et Vivaldi. Dédalus, une performance que nous propose Frédéric Vossier, auteur, Madeleine Loarn, artiste associée, et le musicien Olivier Mélano, pour une sortie de résidence création adaptée. C'est une production du TNB, ce sera Salsero, et c'est le fruit. Alors c'est une ouverture de résidence assez inédite qui va vous permettre de découvrir l'étape de création de cette performance radiophonique, qui sera présentée par ailleurs pendant le festival TNB, qui est le fruit d'un long compagnonnage entre l'école du TNB et la troupe de Catalyse, c'est-à-dire du même que ces questions d'accessibilité dont on parlait. On l'a intégré à l'école puisque le travail des étudiants de l'école se fait pendant 3 ans avec un travail régulier avec Catalyse et les acteurs et les actrices de Catalyse et Madeleine Loarn. Et donc la question de l'accessibilité de la création adaptée, elle est très intégrée dans le projet de l'école, très structurante même j'ai envie de dire, puisque pendant 3 ans, les élèves travaillent très proches de Catalyse. Ça avait donné Opérette, pour celles et ceux qui l'avaient vu il y a 3 ans, le spectacle de Gombovic. Et puis là, ça va être Dédalus. Voilà. Daniel Petro est un acteur américain avec qui j'ai travaillé de très nombreuses fois et qui était dans presque tous mes spectacles américains en fait, et puis dans Splendids aussi qu'on avait présenté ici, qui est dans Jules César. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et alors, j'ai accompagné cette création de loin,
C'était une expérience assez intéressante de mener un projet à distance, puisqu'on se voyait régulièrement sur Zoom pour l'aider à aboutir cette performance qui est un spectacle, enfin un spectacle non, justement une performance très poignante, très forte. Donc voilà, il est acteur, il a beaucoup travaillé aussi avec une compagnie qui s'appelle le Wooster Group. Et Daniel, en fait, a mis 20 ans pour finalement accepter de faire quelque chose sur son frère, dont la mort l'a toujours hanté. Ils étaient très jeunes, ils étaient très proches. Et son frère David, au début de l'année 2000, qui était un jeune peintre qui venait d'être diplômé de l'Atlanta College of Arts et qui venait de créer une galerie et un lieu de travail pour les artistes, a mis fin à ses jours. Et c'est quelque chose qui a vraiment hanté Daniel. Et là, il a enfin pu faire ce travail qui est un travail, pas d'exorcisme, mais un travail qui lui permet en tout cas d'honorer et de se libérer, ou de libérer son frère, ou de se libérer de l'emprise comme ça, de cette mort, et qui, à travers cette performance, raconte la façon dont concrètement l'art peut soigner et changer nos vies. Et donc c'est une performance presque chamanique, j'ai envie de dire, où il fait le lien entre le monde des morts et les vivants, et entre l'art de son frère, puisque son frère était peintre, et que les tableaux ou les pinceaux ou ce que son frère a utilisé lui a servi afin de construire cette performance dont il ne fera qu'une soirée avec cette performance le samedi 18 janvier. Fabriquer une femme, lecture-performance à partir du livre de Marie Dariussec, artiste associée, et le groupe électro Namoro. Donc Marie Dariussec a écrit de nombreux livres, Fabriquer une femme et son 20e depuis le coup de tonnerre Truisme en 1996. Sur scène, elle est accompagnée du duo électro Namoro, et c'est une lecture à 3 voix de son roman Fabriquer une femme, une mise en musique et en voix assez drôle et touchante qu'elle récite de 2 vies parallèles, Solange et Rose, toutes deux amies dans le Pays Basque, qui ressemblent étrangement à Marie Dariussec, sa propre amie de l'époque. Leurs aventures, leurs espoirs, et puis voilà, les grands virages de la vie quand on a 20 ans. C'est un livre formidable. Alors un peu de magie, avec 2 spectacles d'Étienne Saglio, que vous connaissez bien, 2 rendez-vous. Alors d'abord la création, qui s'appelle Vers les métamorphoses, et qu'Étienne créera en juin Salle-Villard, en co-réalisation avec le Festival Europe, une création résidence au TNB. Donc Le bruit des loups avait bien marqué les esprits en 22, là c'est son nouveau spectacle. Étienne est devenu vraiment la référence incontournable de ce qu'on appelle la magie nouvelle, avec 2 propositions. Dans celle-là, il déploie, comme d'habitude, son imagination incroyable, son inventivité au service de cette création, qui va être un très saisissant poème visuel, une ode, on va dire, à un devenir animal. Qu'est-ce que la transformation ? Qu'est-ce qui se passe si on prenait vraiment ce mot au pied de la lettre ? Voilà, c'est cette interrogation, ce défi qui a guidé Étienne Saglio dans cette création, qui s'est formulé lui-même à un moment difficile de sa vie de jongleur, de magicien, et qui donne lieu à ce spectacle un peu chimère. Voilà. Comment on échange d'apparence, comment on s'échappe d'un corps trop étroit, et comment on peut devenir chien pour avancer plus vite et oiseau pour franchir un obstacle. Et puis, en rappel donc, de cette création, il y aura en décembre un spectacle vraiment tout public pour les enfants, mais pas seulement. Goupil et Cosmao, qui est un duo comique et improbable, un magicien avec son assistant Goupil, dans la plus pure tradition des numéros de cabaret, mais un assistant plus ou moins rebelle et récalcitrant, qui est un ancien renard devenu écharpe et qui se révolte contre sa condition d'écharpe. Ça nous mène au cirque, avec cette révolte ou tentative de l'échec de Johanne Humblet et sa compagnie, les filles du renard pâle, justement. C'est la première fois qu'elle vient au TNB, Johanne, dans le cadre du festival Waterproof, où le cirque fait donc son retour Salle-Villard avec cette pièce puissante de Johanne Humblet qui est Funambule, et une pièce qui achève un triptyque qu'elle avait entamé avec d'abord Résiste, puis Respire, et où elle tente de renouveler l'écriture circassienne et funambule en retravaillant évidemment
le pouls de la société, de ce que le monde impacte. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, évidemment, depuis quelques années dans le milieu du cirque. C'est comment le cirque est de moins en moins déconnecté du réel, mais au contraire, de plus en plus traversé, et comment les artistes circassiens et circassiennes, très connectés comme ça sur le réel et sur le monde, tentent de donner des formes à travers celles du cirque à ces questionnements. Et donc dans celui-là, Révolte ou tentative de l'échec, 5 femmes, entre voltige, équilibre, cascade, trouvent le chemin de la révolte après avoir échoué, recommencé, être tombé, se relever, et comment le spectacle même exprime l'urgence de se sentir vivre, avec au plateau 2 musiciennes qui insufflent au spectacle une énergie très forte, très rock, et 3 circassiennes qui jouent leur partition sur un fil, et pour de vrai, dans une roue giratoire et dans les airs. Ciné-concert, on en a plusieurs, mais chaque année, là il y en a 2. Le cinéma occupe une place très particulière dans le projet artistique que je porte ici au TNB, et on fait de nombreux liens entre le cinéma, puisqu'il est là physiquement, et nos saisons. Avec Le Petit Fugitif, vous allez redécouvrir, si vous ne le connaissez pas, un film magnifique qui s'appelle Le Petit Fugitif, trésor méconnu de ce qu'on appelait le cinéma documentaire réaliste américain des années 50, une virée au cœur du parc d'attractions de Coney Island, filmée à hauteur d'enfant, puisque c'est l'histoire un peu d'une fugue, d'une fuite du jeune Joey dans le parc d'attractions au bord de l'océan. Et ça, c'est le point de départ d'un film, tranche de vie captée sur le vif de ce jeune cousin américain d'Antoine Doinel dans Les 400 coups, et avec une mise en musique du duo Inigo Montoya, avec la joueuse de corps anglais Clémentine Buonomo, qui va mobiliser clavier, percussion, guitare, son électronique, sampleur et objets pour accompagner et créer la bande-son du film Le Petit Fugitif. Et le deuxième ciné-concert est un événement, c'est Nosferatu, le très grand film de Murnau, l'incontournable Nosferatu, une des premières adaptations cinématographiques de Dracula, un film expressionniste, très surréaliste, un film muet de 1922 qui faisait figure de précurseur en matière d'horreur. Et l'auteur de cette partition, Alexis Saveliev, il l'a écrite quand il avait 18 ans. C'est un passionné d'instruments rares et amoureux de timbres orchestraux qui a commencé l'étude de la musique par le violoncelle et qui a écrit ses premières partitions même à 8 ans. Donc ça va être un moment assez inédit pour redécouvrir ce mythique film de vampire dans toute sa splendeur maléfique, avec cette musique d'Alexis Saveliev qui sera interprétée en live avec le film par l'Orchestre national de Bretagne. Par ailleurs, puisqu'on parle du cinéma, le cinéma du TNB est le seul cinéma français à être au cœur d'un théâtre. C'est un lieu de création aussi par excellence, et des liens particuliers se tissent avec les artistes accueillis. Vous pourrez revenir à la programmation très cinéphile qui se construit comme ça au fur et à mesure de la saison, à côté des films d'exclusivité. Mais d'ores et déjà, on peut vous annoncer qu'une rétrospective dédiée à Frédéric Wiseman sera organisée au TNB tout au long de la saison. Wiseman, qu'on a eu d'ailleurs le plaisir d'accueillir en 2017 ici même, et qui incarne l'excellence du documentaire et le renouveau du documentaire américain. Ciné-concert et musique, on en arrive naturellement à la musique, avec le retour des Tindersticks. Un nouveau concert, ils étaient venus en 2020, et ils reviennent avec un nouvel album. Voilà, c'est une musique qui se développe complètement en live, une musique sombre, introspective, mais qui en live prend toute sa puissance, avec des versions magnifiques de leur dernière création. Il y aura là sur scène, pas juste un album, mais vraiment une série de titres inédits. Voilà, une très belle pop, haute couture, élégante, avec la voix de Stuart Staples. Donc voilà, prenez note, le 29 novembre, une date à Villars pour les Tindersticks. Et puis, alors c'est devenu une rockstar ici, Albin de la Simone, qui a marqué aussi les esprits en décembre avec une soirée hallucinante où il nous a présenté son dernier album, Les 100 prochaines années. Et il revient avec un nouveau projet, un concert solo, où il fait se rencontrer ses 3 passions, ses 3 cordes, la chanson, le dessin, la parole. Alors avec ses instruments, devant un écran et ses dessins, il va chanter, jouer et vous parler, afin de convoquer des émotions douces et fortes qu'il cultive depuis toujours et qui constituent son univers. Donc c'est un travail très spécifique
que vous propose Albin de la Simone en avril avec Solo. Et puis, je vais vous laisser découvrir rapidement, à l'occasion du 2e festival Transform, donc au mois de mai, qu'on fait avec, qui est un festival itinérant, qui a été initié par la Fondation d'entreprise Hermès et qui est réalisé en collaboration avec 4 théâtres partenaires, le Théâtre de la Cité internationale à Paris, la Comédie de Clermont-Ferrand, les Subsistances à Lyon et le TNB. Donc on vient de terminer la première édition. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour la présence dans les salles, qui a été enthousiaste, nombreuse pour cette première édition et cette première proposition. L'idée, toujours avec Hermès, c'est de choisir ensemble, et avec les autres partenaires, des artistes, des créations qui mettent en mouvement les cadres de l'espace de représentation, qui cassent un peu les disciplines artistiques, des projets assez exceptionnels, tels que le Bérénice de Roméo Castellucci, Isabelle Huppert, qui va ouvrir le temps fort Transform, et dont on a déjà parlé, plusieurs premières fois au TNB, la chorégraphe Vania Vano, avec son spectacle Héliosphéra, qui explore le potentiel de la lumière, et qui fait elle aussi d'ailleurs de la lumière un personnage principal de son travail, le danseur et musicien Enes Dos, le duo assez sauvage Marlène Saldana, Jonathan Drier avec Les Chats ou Ceux qui frappent et ceux qui sont frappés sur l'avenir des interprètes de la comédie musicale Cats qui s'échapperaient de la comédie musicale, et puis des figures familières de Rennes et du TNB, l'acrobate, ça c'est un exercice de diction, Valia Beauvieux, qui a rejoint la comédienne Emmanuelle Hiron pour créer Derby, et puis Marcus Linden et Marianne Segol, qui sont déjà venus souvent dans le cadre du festival, avec une nouvelle création, Memory of Mankind. Et puis, pour cette seconde édition de Transform, le festival sortira des murs avec la chorégraphe Olivia Granville et son unité mobile d'action artistique, lieu éphémère où se croiseront les disciplines et les artistes. Mais je vous invite à découvrir et à avoir une petite idée de Transform avec quelques images. Le projet du TNB est fondé sur ce triptyque qu'on a toujours remis dans les brochures, partager, transmettre, rencontrer. C'est un peu ce qui nous anime et ce qui nous permet de construire ces saisons et toutes les activités qu'on mène et qui sont parfois la partie la moins visible, mais il n'y a pas que des spectacles au TNB. Les projets sont en dialogue avec le public, les œuvres, les artistes, et c'est une partie vraiment essentielle de notre activité. Ils participent à faire du TNB un lieu de vie, à y entrer par une autre porte, c'est surtout inciter à découvrir les spectacles qu'on y accueille. Alors pour ça, il y a plein de rendez-vous qu'on vous propose et que vous allez retrouver dans la plaquette, mais les rencontrer l'histoire, et puis le Club des Curieux qui rencontre toujours un grand succès, donc il n'est jamais trop tard pour nous retrouver au Club des Curieux. Je vous rappelle la formule, c'est un atelier amateur, pareil, qui va sur tous les âges, toutes les générations, et où vous découvrez le jour de l'atelier l'artiste avec qui vous allez travailler, donc c'est toujours une surprise, d'où son nom Club des Curieux. Il y a également un Club des Curieux pour ados, donc n'hésitez pas à nous les envoyer pour ces ateliers, les ateliers costumes, qui gardent les enfants, puisque certains spectacles font en même temps nursery et babysitting, et donc vous pouvez venir avec des enfants dont on s'occupe pendant que vous êtes au spectacle. Les masterclass, des visites des coulisses, les visites en écho, tout ça est dans la plaquette, donc prenez le temps de jeter un œil. Par ailleurs, notre engagement en faveur de l'accessibilité se passe aussi lors de 4 représentations dites inclusives Relax en partenariat avec l'association Culture Relax. Voilà, on a balayé beaucoup de choses, je m'excuse pour tous mes bafouillements, mais
On n'est pas très, on est très fatigué en ce moment, c'est la fin de la saison. Merci vraiment d'avoir été là et de m'avoir suivi. On se retrouve pour un verre au bar du TNB. Merci. Merci à vous.